Salut les petits gars, ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo, je sais, je suis au courant, pas la peine de me le rappeler. En fait, je me sens carrément un petit peu effacée. Je sais qu'un mois c'est long, mais rassurez-vous, pendant un mois, j'ai pas glandé. En fait, je dépérissais même carrément. Je suis pas tombée malade, je ne me suis pas non plus fait écrabouiller par un troupeau qui sort du Jumanji. Je n'ai pas été aspirée par une faille spatio-temporelle quand j'ai atteint 90 miles à l'heure avec ma voiture. J'étais simplement en préparation de stage et j'ai presque fini en fait. Préparation de stage de quoi? En fait, je suis pas simplement youtubeuse et glandeuse, je suis future prof de français et de langue française dans le premier du secondaire, donc ce qui correspond à peu près au collège en France. Donc j'ai 2 semaines à préparer pour janvier, pour mars et une semaine à faire en février, que ce soit en français et en FLE, donc en français langue étrangère. J'ai souvent entendu des gens qui disent ouais, les profs ça glande, 2 mois de vacances, en plus de carnaval, tout ça, Pâques. Stop! Représentation initiale erronée. C'est vrai que les profs bénéficient de vacances que les autres n'ont pas. La Toussaint, Carnaval, les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Mais en même temps, je vois mal les profs se pointer à l'école quand les élèves n'y sont pas, même si ça peut arriver les jours de grève. On dit aussi que les profs qui ont pas mal de carrière derrière eux n'ont pas à se remettre en question, donc ils gardent leur méthode telle quelle. Un petit peu se remettre au goût du jour, c'est chouette et après tout va mieux pour eux. Par contre, les jeunes profs comme moi qui suis encore aux études, ou ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme, vous la sentez la souffrance? On la sent bien. Je pense pas que les gens qui nous entourent se rendent spécialement compte de la masse de travail qu'un étudiant ou qu'un jeune prof doit abattre durant ses études ou durant son métier. Il y a même un jour quelqu'un qui m'a dit que mes travaux pour l'école se résumaient à des bricolages et du découpage. Alors d'abord, je suis prof en secondaire, le bricolage c'est fini. Ensuite, Répète pour voir. parce que vous croyez vraiment que tout ce qu'on vous apprend en classe se résume à une bête feuille de papier avec une liste des choses qu'on doit vous dire ce jour-là? Ou alors que les feuilles que vous recevez en classe ont été créées par le saint patron des écoles? Pour créer une leçon de 2 heures en classe, je suis déjà en mode... Alors ici, pour 20 heures de leçon, je me suis sentie très mal. J'avais 5 sujets à préparer pour 2 classes de niveaux différents, donc une classe de première année et une classe de 3e année, et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais de toute façon, comme je suis trop badass... Parce qu'en fait, créer une leçon, c'est un peu quelque chose comme on s'imagine pas. Étape numéro 1, rédiger son objectif général. Parce qu'une leçon n'est pas en fait donnée pour beurrer sa tartine. Il y a quand même un objectif qui sera accompli à la fin de la leçon. Donc non, on n'apprend pas pour rien, les profs ne servent pas à rien. Ce que les élèves disent, c'est complètement faux. Un objectif général, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose du genre: l'élève sera capable de rédiger par écrit un vlog qui durera minimum 5 minutes sur le sujet être un futur prof afin d'agrémenter sa chaîne YouTube. En gros, c'est comme ça que ça se présente, sans les fioritures. Étape numéro 2, cibler les compétences qu'on va travailler. Alors vous vous rappelez sûrement, quand vous faisiez des interros, quand vous étiez à l'école, ou si vous êtes toujours à l'école, vous écriviez dans le titre, ou alors en haut à gauche, compétence 1, lire. Compétence 2, écrire. Compétence 3, parler, écouter. C'est exactement ce dont je parle maintenant. Alors dans cette deuxième étape, c'est cibler les compétences qu'on va travailler tout au long des exercices et de la théorie avec les élèves. En plus des petits objectifs à réaliser pendant qu'on fait ces exercices et qu'on voit cette théorie. Et pendant ma vie, et pendant ma mort, et pendant... Étape numéro 3. Alors la troisième étape, c'est un tableau que tous les étudiants détestent et qui est le sujet de beaucoup de dégueulis, mais qui peut pourtant nous sauver parce que c'est un tableau dans lequel on doit écrire tout ce qu'on va faire à la minute près dans notre classe avec nos élèves. Ça s'appelle le tableau méthode matière, alias Satan. C'est un tableau qui prend exactement 20 000 plombes à être fait parce qu'on doit écrire beaucoup de choses dans ce foutu tableau. Ce tableau se présente en 4 colonnes: timing, méthode, matière, information complémentaire. Comme je le disais, c'est un peu le tableau du diable, mais aussi en même temps le tableau du salut, parce que c'est ce qui nous permet de garder une certaine contenance face à la classe pendant qu'on est en train de vomir notre leçon et qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on est en train de faire en fait. Et c'est tellement long à faire et il y a tellement de trucs à écrire dedans qu'on se réjouit d'avoir 20 ans de carrière derrière nous pour ne plus avoir à en faire. Étape numéro 4, la mise en page des feuilles élèves. Alors ça, ok, c'est la partie un petit peu chouette à faire parce que c'est le seul moment où on s'amuse un petit peu. Donc on doit préparer les feuilles qu'on va distribuer aux élèves avec tout ce qui est exercice, feuille de théorie, fiche outil, interrogation. Mais comme on doit faire ça joliment pour que ça attire l'œil et qu'on peut mettre plein de dessins, c'est un peu marrant. Sauf si on est très nul en créativité et qu'on n'aime pas mettre plein de dessins.
Par exemple, ça c'est les feuilles que je vais devoir donner à mes 3e années à ce stage-ci. Et je suis super contente de ce que j'ai fait parce que j'ai pu mettre plein de détails du roman d'aventure. Et d'ailleurs, j'en suis tellement fière que je crois que je vais les encadrer et les regarder en me disant que en fait je suis pas si nulle que ça. Faire une mise en page, c'est aussi le moment où l'étudiant commence à détester Word et OpenOffice parce que en coup tout va bien, mais le coup d'après... L'étape numéro 5. L'étape numéro 5, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement terminer la paperasse et tout imprimer. Donc, quand je dis paperasse, c'est prévoir en fait des fardes pour les profs qui vont venir m'observer en mode documentaire animalier pendant que je serai en train de donner toute ma vie devant les élèves pour réussir mon stage. C'est une farde en fait qui doit contenir toutes les feuilles que j'aurai préparées pendant mon stage, donc tous mes plans pour mes feuilles élèves, tous mes plans de leçons, les feuilles élèves terminées, les correctifs terminés, les interrogations terminées, le plan de mon tableau, parce que ça aussi il faut que je sache structurer mon tableau correctement et ça aussi je dois le faire apparaître dans mes feuilles, les compétences et tout ce qui va avec. Vous imaginez bien que le nombre de photocopies à faire pour un stage de 2 semaines est carrément incontable. Étape numéro 6. L'étape numéro 6, c'est fatalement assurer sur place. C'est aussi faire face à des élèves qui vont avoir des comportements auxquels on s'attend pas vu la génération dans laquelle on grandit maintenant, et aussi faire face à des questions auxquelles on s'attend pas non plus. Madame, c'est l'œuf ou la poule qui vient en premier? Eh bien, je vais chercher ça et je te donne la réponse pour demain. Sans oublier, pour terminer, les professeurs qui ont le courage d'aller donner cours dans des écoles spécialisées, parce que c'est quand même super difficile de se retrouver face à un public d'élèves qui a un handicap. Et moi, personnellement, maintenant, je me sens pas capable d'aller donner des cours dans des écoles spécialisées, même si ça doit quand même être une super chouette expérience, un truc super humain à faire. Alors non, être prof ou futur prof, ce n'est pas que glander. On a beaucoup de travail à faire et parfois j'ai envie de demander à ceux qui me le disent de venir se mettre à ma place de l'autre côté du bureau, de préparer des leçons et de donner cours surtout. Alors maintenant, j'essaie pas de convaincre tout le monde que le métier de prof, c'est le métier le plus dur au monde parce que c'est vrai qu'on a des avantages que d'autres n'ont pas, comme les vacances, le salaire, etc. Maintenant, j'aimerais bien simplement ne plus entendre que les profs ne font rien et ne servent à rien. Sinon, t'iras au coin et tu me fileras ton journal de classe, ok? Crétin, meuf.